Bonjour à tous, je suis Marius Muhunga et je vous parle depuis Bruxelles où je me trouve pour cette édition spéciale. Aujourd'hui, nous avons une occasion unique d'explorer les complexités de la gestion financière en RDC. Monsieur Jules Alinguete, chef de service de l'Inspection générale des finances, IGF, s'est adressé ici dans une conférence débat intitulée « Les avancées de la lutte pour l'instauration de la bonne gouvernance publique en RDC ». Il s'est donc adressé, disais-je, à un public avide de connaissances composé des étudiants et d'autres membres de la diaspora congolaise ici à l'Université libre de Bruxelles en collaboration avec la maison Eshima. Il a abordé des sujets divers en rapport avec le contrôle financier exercé par son institution allant des recettes fiscales aux dépenses publiques. Alors, restez avec nous pour un compte rendu détaillé. Nous naviguons avec le concept faille to faille, tolérance zéro. Tu mets, nous mettons. Et nous considérons que c'est une guerre. Nous acceptons le pays. Et ça va aujourd'hui. Le point de départ de cette conférence a été les recettes fiscales en RDC. Selon M. Alinguete, grâce au travail de l'IGF, la RDC a vu une augmentation considérable de ses recettes fiscales ces dernières années. Comment le travail des gendarmes de cette institution aide à améliorer les réserves en devises du pays, la lutte contre les blanchiments des capitaux dans le secteur immobilier, il l'a dit. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'une gestion efficace pour assurer la stabilité économique de la RDC. Les recettes d'exportation qui rentrent dans les pays permettent un fonctionnement harmonieux de notre système bancaire. Notre code minier prévoit, lorsque vous exportez les minéraux, vous avez le droit de garder 40% de vos recettes à l'extérieur pour faire face aux dépenses d'équipement qui doivent rentrer dans le pays, mais 60% des recettes de cette exportation doivent rentrer au Congo dans le système bancaire pour que nous puissions disposer de ces moyens en termes de balance de paiement et en termes même de fonctionnement pour équilibrer les taux d'échange de notre monnaie qui est une monnaie nationale. Et nous avons fait le travail, je peux vous dire que les recettes ne rentraient pas au Congo. Toutes les recettes d'exportation restaient à l'extérieur. Nous avons commencé à faire ce travail quand vous apprenez aujourd'hui que les réserves d'échange sont en train d'augmenter. En 2020, les réserves d'échange de la République démocratique du Congo étaient à 400 millions de dollars. C'est-à-dire les réserves d'échange et moyens à la disposition de la Banque centrale qui puissent permettre à la Banque centrale soit d'intervenir sur les marchés monétaires lorsque le taux d'échange de notre monnaie est en train de baisser, soit également de donner à ceux-là qui ont besoin d'importer, de leur donner les devises. Ces réserves d'échange-là n'étaient que de 400 millions, ce qui était une couverture d'une semaine en importation dans notre pays. Progressivement, quand on a commencé à faire le travail, les réserves d'échange ont commencé à monter. On est passé de 400 millions à 800 et aujourd'hui, nous sommes à 4 milliards 600 millions de dollars, soit 3 mois d'exportation. Donc, nous avons commencé à faire ce travail et contrôler systématiquement ceux qui exportent nos minéraux doivent rapatrier 60% des recettes en termes de devises en République démocratique du Congo pour faire fonctionner notre économie. Nous avions également apporté notre appui dans la lutte contre le blanchissement des capitaux dans le secteur immobilier. Je vais ici souligner que vous puissiez comprendre, nous étions les seuls pays au monde où on peut acheter une propriété immobilière de 10 millions de dollars avec de l'argent cash. Sans que les gens se posent des questions, cette personne, où il a eu les 10 millions de dollars cash. Et depuis 2 ans, en collaboration avec le ministère des Affaires foncières et le ministère des Finances, l'Inspection générale des finances a mis un bureau dans tous les services fonciers de notre pays. Vous ne pouvez pas avoir un document de propriété foncière si vous ne prouvez pas que les opérations sont passées par la voie bancaire. Nous avons ramené toutes les acquisitions et toutes les ventes de propriétés foncières au niveau des banques commerciales. Et pour que vous puissiez avoir un document dans ce domaine, nous devons retracer que
les opérations se sont passées par la voie bancaire. Mais cela ne suffit pas. Même si c'est passé par la voie bancaire, lorsque ce sont des montants importants, nous collaborons avec la CNAREF, qui est notre cellule de lutte contre le blanchissement des capitaux, un service frère à l'inspection générale des finances. Nous collaborons avec ce service pour que ce service enquête sur l'origine des fonds. Même s'il est passé par la banque, nous communiquons tout d'abord les données à notre cellule de lutte contre le blanchissement des capitaux pour que les enquêtes soient menées afin que nous puissions nous assurer que cet argent, ce n'est pas l'argent sale. C'est seulement au vu des résultats de cette enquête qu'on est capable d'autoriser la délivrance d'un document de titre foncier en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons étendu cette mesure en ce qui concerne les acquisitions de véhicules de luxe. Le contrôle des dépenses publiques est souvent un aspect négligé mais essentiel pour la gouvernance financière. M. Alinguete a abordé cette question en détail, évoquant des cas palpables comme l'affaire Bukanga-Lonzo, les contrats miniers chinois et l'audit mené par l'IGF à la Banque centrale du Congo, dans le secteur forestier de la RDC, la lutte contre les exonérations abusives et tant d'autres. Je voulais également parler du contrôle des projets agricoles, des projets industriels de Bukanga-Lonzo. Pour les Congolais qui sont ici, c'est l'occasion pour moi d'en parler où nous avions mis en cause un ancien Premier ministre. Le pays a débloqué 300 millions de dollars. Je ne sais pas si on réalise toujours ce que représente 300 millions de dollars pour un pays comme la République démocratique du Congo. On débloque 300 millions de dollars pour un parc agro-industriel. Aujourd'hui, ce parc agro-industriel, quand vous y allez, c'est une désolation. Vous trouvez des lézards, vous trouvez... Il n'y a plus rien. Et nous avions fait l'audit pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où sont passés les 300 millions de dollars. Et nous avions mis en cause les acteurs politiques qui ont géré ces projets. Un Premier ministre, son ministre des Finances, et gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, le procès est en cours en République démocratique du Congo. Et on va arriver au résultat. Et je suis fort convaincu que nous avions fait du bon travail. Et nous nous sommes attaqués aux auteurs de la corruption, de la malédiction du peuple congolais qui voulait se faire passer comme étant des saints. Et nous avions fait ce travail au risque et péril. Beaucoup nous ont dit que vous allez être avalés. On sait c'est une élite. C'est un combat, nous sommes dans une armée, nous sommes au front. Nous pouvons demain attraper des balles. Mais notre fierté, c'est d'avoir commencé un travail, c'est de le faire. Demain, d'autres Congolais aujourd'hui ont compris, vont prendre relève. Ils vont prendre ce travail et le pays va aller de l'avant. Nous n'allons pas reculer. Nous avons fait ce travail. Aujourd'hui, il y a les procès et nous sommes fiers de ces procès. Et vous allez voir ici, le procès donnera des raisons à l'inspection générale. Ce que nous avions dit et nous savons, parce que certains d'entre eux ont coopéré avec la justice. Ils ont dit la vérité de ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il y en a qui vont d'excuse en excuse, d'astuce en astuce, pour que cette vérité ne soit pas connue, mais la vérité va venir. Je voulais également parler des contrôles de tous les contrats miniers signés en République démocratique du Congo. Nous avons passé en revue près de 80 contrats miniers signés par notre société d'État du secteur minier, la GECAMI, avec un certain nombre d'acteurs miniers. Et le constat est une désolation. En ce qui concerne la gestion de la GECAMI, c'est une désolation. En ce qui concerne les contrats miniers, c'est une désolation. Nous avons fait un travail, particulièrement avec les contrats signés avec les sociétés chinoises à la République démocratique du Congo. C'est difficile à vous dire, mais nous sommes heureux aujourd'hui de l'évolution de ces dossiers. Je pense que le chef de l'État de la République démocratique du Congo est allé en Chine et il y a eu des pourparlers entre les deux États. Aujourd'hui, nous sommes en phase de trouver un accord où la République démocratique du Congo sera indemnisée. Et je pense, dans les 10 prochains jours,
vous apprendrez l'accord auquel les deux pays ont trouvé en ce qui concerne la réparation des préjudices subis par la République démocratique du Congo. Brièvement, les sociétés chinoises ont bénéficié des gisements miniers évalués en termes de chiffre d'affaires à près de 91 milliards de dollars américains. Et en contrepartie, notre pays devait bénéficier des infrastructures en termes de routes, en termes d'écoles et bien d'autres choses. L'évaluation de l'inspection générale des finances a donné un chèque puissant et nous en avions demandé réparation. Nous voulons également parler au point suivant de l'audit de la Banque centrale du Congo et de la disparition des recettes des impôts au niveau de la Banque centrale du Congo. L'inspection générale des finances a fait l'audit de la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté près de 800 millions de dollars ont disparu à la Banque centrale du Congo. Nous avions constaté qu'il y avait des cadres, il y avait des membres du gouvernement en République démocratique du Congo qui disposaient des cartes Visa qui étaient connectées au compte général du Trésor. Des cartes Visa avec capacité d'utilisation allant jusqu'à 50 000 $, 100 000 $ par mois. Ce sont des gens qui venaient en Europe, qui étaient dans des magasins de marques en train d'acheter avec des cartes Visa, et ces cartes Visa, les comptes de l'État étaient automatiquement débités. On a trouvé plus de 200 cartes Visa connectées au compte général du Trésor qui a été désactivées. Aujourd'hui, vous apprenez que la Cour des comptes a pris des mesures contre certaines personnes. Ces mesures-là de la Cour des comptes sont basées sur ces rapports de l'audit de l'inspection générale des finances. C'est ces rapports que nous avions transmis à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes applique également certaines sanctions prévues dans la loi de la Cour des comptes. Mais certaines mesures ont été déjà prises. Donc, c'est l'inspection générale des finances qui a fait l'audit de la Banque centrale du Congo et qui a constaté les 25 millions dont on parle aujourd'hui, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Les 700 millions de dollars disparus au niveau de la Banque centrale, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Les cartes Visa connectées au compte général du Trésor, c'est les rapports de l'inspection générale des finances. Nous avions également fait l'audit du secteur forestier de la République démocratique du Congo. Là, je voudrais rapidement vous dire, notre pays s'était engagé avec la communauté internationale avec un moratoire en ce qui concerne l'exploitation forestière, dans le cadre de tout ce que vous savez aujourd'hui, l'écosystème international. Mais les membres du gouvernement qui se sont succédés au niveau de l'environnement se sont amusés à continuer à vendre les forêts de la République démocratique du Congo. C'est aujourd'hui regrettable de vous dire plus de la moitié de nos forêts ont été vendues à des sociétés privées et à des particuliers par un certain membre du gouvernement. Et nous avions eu le courage de faire l'audit, de les dénoncer. Il y a 6 membres du gouvernement qui ont géré le secteur environnement qui étaient impliqués. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement actuel, a annulé ces actes de vente de forêts, a récupéré ces forêts qui ont été vendues. Et ces membres du gouvernement, nous les avons publiquement exposés à l'opprobre pour qu'ils ne se cachent pas derrière la population en se faisant passer pour des saints. Nous avions fait ce travail. Je voudrais également parler de la lutte contre les exonérations abusives. J'en avais déjà un peu évoqué, les exonérations et tout, c'était devenu pratiquement une monnaie courante. Il y a même des personnes qui n'avaient aucune entreprise et qui pouvaient obtenir des exonérations pour les revendre aux entreprises. Et ça, ce sont des phénomènes que nous avions constatés. La République démocratique du Congo en 2020 perdait 1,5 milliard de dollars au travers des exonérations fantaisistes. C'est l'un des phénomènes qui a été combattu, qui a fait qu'en 2021, les recettes de l'État ont été libérées. Parce qu'aujourd'hui, ces phénomènes d'exonération, c'est l'un des points où nous travaillons chaque jour au niveau de la douane pour surveiller à la loupe chaque exonération, analyser chaque exonération pour en juger les bien fondés. Nous avons également mené l'action de la lutte contre la fraude douanière en ce qui concerne les produits pétroliers.
je peux vous dire, 95% des produits pétroliers qui entrent en République démocratique du Congo entrent en fraude. Et nous avions fait le travail aujourd'hui, nous avions réussi à fermer la fenêtre exonération des produits pétroliers. Aucun produit pétrolier ne peut aujourd'hui entrer en République démocratique du Congo en termes d'exonération. Et ça a été une bataille terrible. Et nous avions réussi aujourd'hui à impliquer les membres du gouvernement à comprendre et accompagner ce travail. Et les réseaux mafieux qui ont longtemps vécu sur les produits pétroliers sont mis en marche aujourd'hui. Outre les recettes et les dépenses, M. Alinguete a abordé la gestion des organismes publics. Il a parlé de l'importance de réguler efficacement ces entités, notant que leur performance a un impact direct sur l'économie. Les mesures telles que la fiscalisation des rémunérations peuvent apporter une plus grande transparence et une grande efficacité. Quelqu'un qui traite avec une province où il a un marché de 5 millions, mais il n'est pas connu par l'administration fiscale. C'est grâce à notre travail, au verrou que nous avions mis. Personne ne peut être payé du fonds public si nous n'attestons pas de sa fiscalisation, son numéro d'impôt. Nous entrons dans le système fiscal, vérifier qu'il est en règle avec le paiement des impôts. C'est à ce prix-là que nous autorisons qu'il soit payé par l'État. Par une entreprise, la même chose. Nous vérifions que la personne qui veut se faire payer par une entreprise de l'État est en règle avec notre système fiscal. Il est connu de l'administration. Il a un numéro d'impôt. Il paye sa TVA. Il paye tous les impôts du pays. C'est à ce prix-là que nous acceptons qu'il soit payé. Je voulais également parler de la surveillance des dépenses publiques de l'État. Aujourd'hui, depuis 2021, l'inspection générale des finances s'est connectée au compte général de l'État, à tel point que nous sommes au courant chaque jour combien entre dans les comptes de l'État et combien il en sort, et qui est payé et pourquoi. Et cette connexion nous permet de détecter les opérations suspectes et de déclencher les mécanismes soit de récupération des paiements indus, soit de mener les enquêtes pour savoir pourquoi la personne a été payée. C'est dans ce cadre que nous avons récupéré beaucoup de paiements suspects. Nous avons récupéré des paiements dans le cadre du sport où on payait les gens qui ne devaient pas être payés. Nous avons récupéré beaucoup de fonds qui étaient payés au profit des membres du gouvernement, au profit de certaines personnes qui n'en avaient même pas droit. Je voudrais également parler du contrôle de la paie des agents de l'État. Quand nous avions fait le travail, nous avions découvert près de 145 000 agents fictifs dans les fichiers de l'État. Et sur l'enveloppe globale des 350 millions de dollars que l'État congolais paie chaque mois aux fonctionnaires, près de 50 millions étaient injustifiés et étaient payés aux personnes qui ne travaillent même pas pour le compte de l'État. Et c'est grâce à ce travail aujourd'hui qu'on a commencé à nettoyer les fichiers, c'est-à-dire à enlever les gens qui n'existaient pas et qui étaient payés par l'État congolais. Nous contrôlons tous les grands marchés de construction et de routes, des marchés qui étaient source de corruption, source de surfacturation et source d'enrichissement de plusieurs personnes qui constituent les lignes congolaises aujourd'hui. Et il y a rien que nous allons laisser au hasard. Nous sommes en train de contrôler les opérations qualifiées de Kinshasa Zéro Tour. Dans les tout prochains jours, nous allons publier un rapport. M. Alinguete a notamment souligné les défis auxquels son institution est confrontée, notamment la recherche de poux, disait-il, sur la tête de ses agents, étant donné que ceux-ci ne sont pas des saints. Et non sans péril, les enjeux et les risques auxquels les inspecteurs des finances sont soumis sont énormes. Chaque jour, nous sommes matraqués par des réseaux mafieux et criminels parce qu'une lutte suppose deux parties. Tout en mettant en place des stratégies, il faut vous attendre à la réponse des réseaux mafieux. Ils sont capables de chercher, non pas seulement dans votre présent aujourd'hui, mais ils sont capables d'aller jusque dans votre passé pour aller rechercher des faits, des éléments de chantage, pour faire taire la lutte contre la corruption déclenchée dans le pays. Et comme nous sommes humains,
soyez-en rassurés que tous ceux qui sont dans la lutte contre la corruption ne sont pas, ils ne sont pas des saints. On peut rentrer dans leur passé puis se trouver qu'ils peuvent avoir quelque chose dans leur vie d'intimité ou dans leur vie à gauche à droite pour tout simplement faire chanter ceux qui sont dans ce travail afin de les faire taire au-delà de ces chantages et menaces au quotidien, parce que les réseaux mafieux tiennent à exister, à continuer. C'est une question de vie ou de mort. Parce qu'il y a des gens pendant 50 ans n'ont bâti leur existence sur la mafia et sur la criminalité financière. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'ordre. Ils ne peuvent pas vivre aujourd'hui de ce que leur est normalement payé. Il y a des gens qui ont bâti leur vie avec près de 100%, 200%, 500% de leur vie légale et réelle. Quelqu'un à qui l'État paye $10 000 le mois et qui a bâti son mode de vie sur $100 000 par mois. Et il doit combler la différence dans la criminalité financière, obliger cette personne à rentrer dans l'ordre. C'est un combat de vie ou de mort. Et il n'y accède pas facilement. Voilà les défis énormes auxquels nous sommes confrontés tous les jours. Monsieur Alinguete a souligné par ailleurs que la lutte contre la corruption, qui est restée depuis très longtemps comme un simple slogan, est devenue une réalité grâce, selon lui, à une volonté politique ferme affichée par l'actuel président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est illusoire de penser qu'on peut faire un travail de lutte contre la corruption sans qu'il y ait une volonté politique dans le pays. En tant qu'organe administratif, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas vous engager sur cette voie s'il n'y a pas une volonté politique ferme. Plusieurs fois dans notre pays, dans les discours politiques, les hommes politiques ont parlé de la lutte contre la corruption comme étant la poudre aux yeux, tout simplement pour endormir soit la communauté internationale, soit la corruption, soit la population, mais il n'y avait réellement aucune volonté. N'a-t-on pas entendu parler en République démocratique du Congo, plus rien ne sera comme avant, les portes des prisons seront remplies, les changements c'est aujourd'hui et non demain. Tout cela n'était que des slogans. En réalité, les réseaux mafieux, la criminalité financière ne prenait que des ampleurs de plus en plus élevées. Donc, nous croyons que pour qu'il y ait une véritable lutte, la première condition essentielle, c'est une volonté politique qui doit se manifester. Il faudra que la politique accompagne le travail de la lutte contre la corruption. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que si vous entendez parler de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, si vous entendez parler de l'inspection générale des finances, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique ferme qui accompagne ce travail. Je peux vous rassurer et soyez convaincus, si vous aimez la République démocratique du Congo, aujourd'hui, le pouvoir en place, le président de la République a au moins cette volonté de laisser le travail de la lutte contre la corruption, de la lutte pour l'éradication des réseaux criminels, se faire et pour donner terrain la place à un développement barbare et acceptable. Donc, c'est le premier point. Au second jour de la conférence, Jules Alinguete est revenu sur le système de contrôle a priori ou un contrôle concomitant que mène l'IGF pour empêcher en amont la fuite de fonds et les détournements. C'est sûrement cette partie de la conférence qui a le plus retenu l'attention de l'audience. La partie financière, c'est un contrôle a priori, un contrôle concomitant, c'est un contrôle préventif qui est placé avant que l'acte de gestion soit posé et qui a comme objectif d'empêcher la commission des actes d'irrégularité ou des actes de détournement des deniers publics. Avec la partie financière, vous entendrez de moins en moins que telle personne a volé, on l'amène en justice. Nous ne sommes plus là.
Donc si nous faisons aujourd'hui 10 missions, 8 missions c'est la patrouille financière et 2 missions c'est le contrôle a posteriori. Donc nous avons fait 4 vers un contrôle préventif, un contrôle. La patrouille signifie quoi? Nous l'avons trouvé où? Nous nous sommes inspirés de la police. Quand vous avez la police, vous avez les bureaux de la police avec les policiers chargés de mettre de l'ordre. Les policiers peuvent opérer de 2 manières. Ils sont là dans leur bureau, on vient, on leur dit non, les gens se battent là-bas, Bazouki Sami. La police court là-bas, arrêter les gens, et tout, il vient. La police aussi, une police préventive, c'est la police qui sait identifier les points chauds et dire on ne reste pas ici, nous prenons notre véhicule, on circule à tous les points chauds. On circule. On arrive à Matongo, on trouve un affrontement, on descend. Hey, qu'est-ce qu'il y a ici? Venez. On étouffe un problème qui devait arriver. Donc, nous avons préféré que notre organe de contrôle, au lieu de rester, qu'on vient de vous dire, allez contrôler, on a des soupçons là-bas, il a volé, vous arrivez, il a déjà volé, nous avons mis la patrouille. Nous-mêmes, nous identifions les points chauds, nous n'attendons pas, nous sommes en permanence au point chaud en train de simuler. Manifestation ou pas, nous sommes là en train de simuler. Nous sommes là en train de simuler. Et aujourd'hui, nous avions identifié 107 points chauds. Et les 107 points chauds sont sous la patrouille financière. Nous sommes en train de surveiller. Et là, il y a le grincement des dents. Quand est-ce qu'ils vont partir? La patrouille, on ne part pas. Si nous mettons une patrouille, nous y restons pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous sommes là tous les jours. Chaque jour, chaque mois, nous changeons les patrouilleurs. Nous changeons les patrouilleurs, mais ils sont avec vous. Ils sont là, ils vous prennent à l'étau. Alors, la patrouille financière, son efficacité, c'est d'éviter la commission des irrégularités, et la patrouille financière a comme élément essentiel de réussite l'intégrité des patrouilleurs. Parce que si les patrouilleurs n'est pas intègre, c'est fini, la patrouille financière tombe. Donc, la réussite de la patrouille financière repose sur la motivation des patrouilleurs, son intégrité et son efficacité. Quand vous avez des patrouilleurs intègres, motivés, qui circulent, qui sont en train de vérifier tous les points chauds. Nous sommes là, nous vérifions la GPAMI tous les jours. On vérifie. On vérifie l'OCC, on vérifie les FPI, personne n'échappe. Tout ce monde-là, personne n'échappe. On vérifie la DGI, on vérifie la douane. Nous sommes en train de les suivre. Donc, ceux qui sont en train de bouffer, c'est ce qu'ils avaient bouffé avant, avec le contrôle à posteriori. Maintenant, là, nous sommes affectés et nous sommes en train de suivre les opérations chaque jour. Maintenant, passons aux réactions des participants. La conférence a engendré un large éventail de questions et des commentaires, qu'il s'agisse de l'augmentation des recettes, du contrôle des dépenses ou des gestions des organismes publics. Les avis étaient aussi divers que passionnés. Je suis très satisfait, d'autant plus que cela se reflète aussi par la qualité, la pertinence des questions qui ont été posées et aussi sur l'engouement autour de ce débat de la corruption, parce que c'est, je dirais, je pars toujours du principe que la corruption c'est un phénomène universel. Donc à la question de savoir quel est le niveau de la corruption au Congo, moi je réponds toujours quels sont les outils qui sont mis en place pour lutter contre la corruption dans un pays. Parce que la corruption, on la retrouve partout. Donc je pense que c'est une question importante de mettre en avant la problématique de la lutte contre la corruption. Mais encore il faut expliquer comment est-ce que le pays utilise, met en place en tout cas les outils pour lutter contre cette corruption. Donc je pense que je suis satisfait de la manière dont l'inspecteur général de finances a expliqué le fonctionnement de l'IGF et aussi les résultats. Il a fait un état de lieu, il a expliqué les résultats et aussi les perspectives d'avenir. Donc on est très satisfait de ces assises. Mais ça se voit que j'ai été bluffé par M. Gilles Alinguete. On savait qu'il savait compter.
Il a fait une introduction d'abord, comme moi je l'aurais présenté en disant le Congo en chiffres. J'adore cet exercice, qui était d'ailleurs un prélude à ce qui allait arriver, qui était aussi important. Non, c'est impressionnant le travail qui est fait. Il faut soutenir l'IGF. À travers son action, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, qui pourraient mieux fonctionner et permettre ce que nous attendons tous, un développement de ce pays où chacun pourrait espérer une meilleure redistribution de ses moyens, où le voleur était devenu un homme le plus respecté, le plus puissant. Les gens ignorent que le Congo a des hommes compétents, intègres en interne, qui veulent changer des choses. Ce qui m'a marqué, c'est au fait les résultats. Je sais qu'ils font du bon travail, l'IGF, tous les inspecteurs de l'IGF. Mais là, à atteindre ces résultats, c'est étonnant. C'est étonnant de voir qu'en si peu de temps, moins de 20% seulement étaient suivis des recettes. Et aujourd'hui, on a plus de 60% suivis de recettes. Ça se voit dans les retombées, le budget, comme il a dit, pour financer même la guerre, comme on est là. Et puis, en plus, le budget qui augmente, la réserve pour faire des élections, nous-mêmes, avec des fonds propres. C'est ça qu'on a trouvé ça quelque part. Avant, c'était de la proie, hein, quand une province avait des recettes, par exemple. Mais maintenant, avec cette peur, comme il a dit, il est la police chez nous. Hein. Moi, par exemple, la première province qui a dû vendre du crédit carbone, je n'ai pas touché à un centime. Directement, j'ai orienté ça vers un bureau de contrôle qui est BSECO, un bureau de projet d'études qui est BSECO, qui était mon maître d'ouvrage délégué. Donc directement, j'ai orienté les recettes vers là. C'est contrôlé par l'IGF. Il y a eu appel d'offres. Et voilà que la province commence à se développer avec des travaux. Vous savez, c'est un de Maïndombe. Hein. Cela explique ma présence en ces lieux. Nous avons cet ADN-là de combat. Nous allons combattre jusqu'au bout, qu'il n'arrête pas, qu'il aille jusqu'au bout. Il est en train de faire une bonne chose. Il est contre la criminalité. Il n'y a rien sans rien. Mais qu'il sache que même le pleur des gens, même la population qui a été autant détournée, qui a été humiliée, aujourd'hui va se retrouver quelque part. Aujourd'hui, le président de la République a fait la gratuité aux études. Ses parents-là sont en train de prier pour lui. Où est-ce qu'il comble tout ça? Avec les recettes venues de quelque part. Donc qu'il sache qu'il y a des gens qui prient pour lui, qu'il sache qu'il y a des gens qui peuvent le défendre à tout moment, qu'il aille de l'avant, qu'il n'arrête pas. On est tous derrière lui. J'ai appris le fonctionnement de l'IGF et sa vision. Oui. Donc je vois qu'il y a facilité de s'inscrire dans cette vision pour le développement de notre pays. Vraiment, j'ai apprécié M. Gilles Alinguetti, c'est un professeur. Il m'a expliqué comme à l'école. Donc j'étais là en train de prendre les notes de l'IGF. Donc aujourd'hui, moi je peux être rassuré que je peux reproduire ces explications à d'autres personnes pour qu'ils comprennent. Et c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Que tout le monde comprenne l'importance de l'IGF. Personnellement, j'ai constaté que M. Jules Alinguetti était un as de la communication. À chaque fois, sûrement, qu'il prononçait une phrase, la salle était prête à applaudir. Je pense que nous devons les soutenir. Nous devons l'encadrer, les soutenir, les motiver d'aller de l'avant. Il a vraiment été très clair dans ses explications par rapport justement au contrôle interne-externe et par rapport aussi aux différents niveaux de contrôle. Il nous a parlé du contrôle administratif, du contrôle juridictionnel et du contrôle politique. Et ce que j'ai aimé, c'est le contrôle a priori. Et c'est ce qui m'a retenu. Et j'ai trouvé vraiment que le travail s'est fait en RDC. Ce monsieur a parlé en toute franchise, en toute sincérité. Et on sentait que ce qu'il disait, ce n'était pas des mots cherchés pour plaire à l'auditoire ou pour amuser. Ou je ne sais pas, je n'ai pas les bons mots. C'est vraiment... Ce n'était pas des mots choisis pour plaire à son auditoire. C'était vraiment, il a raconté son quotidien et son vécu et il a donné ses impressions vraiment en toute sincérité. Et c'est un monsieur que nous devons vraiment protéger parce que c'est une espèce rare aujourd'hui. Sans le flatter, je ne le connais pas. Je ne connais pas ce monsieur. Donc moi, c'est ça qui m'a touchée. Et j'ai compris quand il a parlé de... quand il a parlé a priori, a posteriori et en concomitance, quelque chose comme ça. J'ai vraiment très bien compris que seule l'inspection générale des finances, donc l'IGF, avait les compétences de faire des contrôles a priori. Jules Alinguetti, c'est un grand orateur. Il a su captiver l'audience, mais surtout les choses qu'il a dites avec courage et détermination ont convaincu l'auditoire
que des choses se font réellement. Parce qu'il y a des choses, parfois, quand on les dit sans conviction, les gens se rendent compte que ça, c'est un discours creux. Mais là, on avait un discours d'une personne déterminée avec des exemples concrets à l'appui des luttes contre la corruption. Et ça a passé le message. La satisfaction se lisait sur tous les visages et les applaudissements ont témoigné de la grandeur du discours que M. Alinguete a produit devant cet auditoire de l'Université libre de Bruxelles. J'ai été marqué par la volonté, en tout cas de M. Alinguete, de poursuivre en tout cas cette lutte contre la corruption, le détournement des fonds publics. Et c'est quelque chose que je salue personnellement puisque cela participe à la moralisation de la gouvernance publique de notre pays. Et c'est quelque chose qui est particulièrement saisissant, en tout cas captivant pour moi. En tout cas en expliquant déjà comment est-ce que ce travail de contrôle s'est fait. Mais il n'empêche qu'il y a quand même certaines zones d'ombre qui sont restées. Personnellement, par exemple, je me posais la question de savoir dans quelle mesure M. Alinguete par exemple, a une marge de manœuvre à l'égard d'une forme de corruption qui peut émaner du système. Puisque par exemple, dernièrement, on avait vu que le gouvernement congolais a donné en don plusieurs jeeps aux députés. Les palissades par exemple. Alors moi par exemple, j'aurais souhaité que M. Alinguete nous dise par exemple dans quelle mesure, quelle serait sa lecture personnelle, son appréciation personnelle par rapport à cela. Mais bon, on n'a peut-être pas eu le temps de poser de questions en salle. On n'a pas eu le temps de le croiser également dans le couloir, mais malheureusement je pense que dans l'avenir il pourra dire davantage des précisions là-dessus. Le travail que M. Alinguete fait n'est pas du tout facile dans les contextes actuels de notre pays. Mais le plus important pour en entendre parler, c'est la détermination. C'est la détermination et la volonté nette du chef de l'État, président de la République, qui en réalité lui donne tous les moyens, les outils nécessaires pour mener à bien son travail. Je pense que l'audience a pu capter, mais peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi. Je comprends très bien que le travail qu'il a à abattre est un travail très important. C'est un travail qui nécessite aussi qu'il y ait une certaine zone d'ombre et que tout ne peut pas être dit. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il a satisfait la population et la diaspora congolaise. Lorsqu'on a demandé en ce qui concerne les dépenses, non pas de l'institution président de la République qui représente le président lui-même, mais tout ce qui l'entoure. Je sais malheureusement par connaissance qu'il y a beaucoup au niveau de la présidence même, des manipulations pour essayer de détourner, pour essayer de corrompre, surtout la corruption. C'est malheureusement quelque chose qui existe, que nous sommes conscients, mais que jusque-là n'a pas encore été démantelé ni apporté, ou les preuves ont été apportées. Alors que nous clôturons cette édition spéciale, il est difficile de ne pas reconnaître l'importance vitale de la lutte contre la corruption dans la gestion financière. Un combat que M. Jules Alinguete et son équipe à l'Inspection générale des finances prennent très au sérieux. Dans un climat où la corruption pourrait facilement miner le progrès et la prospérité, l'intégrité et la transparence ne sont pas simplement des idéaux à atteindre, mais des nécessités absolues. Alors que nous nous dirigeons vers des élections cruciales, ces questions ne pourraient qu'être que plus opportunes. Et il est donc temps pour chacun d'entre nous, en tant que citoyen et en tant que membre de la presse, de soutenir les efforts visant à établir une gouvernance propre et efficace. Car au final, un Congo financièrement stable n'est pas seulement un objectif, mais un droit pour tous ses citoyens.